Mon téléphone est posé face contre terre sur cette table de cuisine depuis 3 jours. Non pas parce que j'ai peur de ce qu'il contient. Non pas parce que j'attends des excuses qui ne sont pas venues. Je l'ai posé face cachée parce que j'ai enfin atteint l'endroit où chaque femme finit par arriver un jour. L'endroit où l'attente prend fin, où le bruit s'arrête, où vous versez votre café, vous asseyez dans votre propre chaise, dans votre propre maison, et ressentez quelque chose de si pur et de si complet que cela vous effraie presque. La paix selon vos propres termes après une très longue période. Je m'appelle Lauryn Adams. J'ai 58 ans. J'ai passé 31 ans en tant qu'administratrice de systèmes hospitaliers à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai géré des budgets de dizaines de millions de dollars. Je me suis assise en face d'hommes qui pensaient que mon silence était de la faiblesse et je les ai regardés recalibrer leur attitude. J'ai élevé une fille seule, j'ai entretenu une maison magnifique et j'ai construit une vie qui m'appartient entièrement. Et il y a 8 mois, cette fille a fait glisser une feuille de papier sur la table de ma salle à manger, ce qui a tout changé entre nous. Si vous regardez d'où que vous soyez et je veux savoir d'où, alors écrivez-le dans les commentaires et restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous raconter va vous faire ressentir quelque chose. C'était un dimanche, fin octobre. Candel est venue dîner comme elle le faisait toujours. Cliquetis de clé, talons sur mon parquet, l'odeur du parfum qu'elle s'était vaporisée avant de franchir la porte. J'avais préparé un rôti de bœuf, du riz, les haricots verts qu'elle aimait depuis qu'elle avait 9 ans. Nous avons mangé. Nous avons parlé de son travail, de tout, de rien, de sujets légers et faciles, comme doivent se dérouler les dîners du dimanche. Puis les assiettes ont été débarrassées. Candel a fouillé dans son sac. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle a sorti un document plié, l'a lissé une fois du plat de la main, et l'a fait glisser sur la table vers moi de la même manière qu'on fait glisser un chèque vers un caissier. Je l'ai pris. C'était un récapitulatif détaillé des prestataires de mariage, dactylographié, imprimé, détaillé, un lieu de réception à 18 000 $, un service de traiteur par personne pour 200 invités, des fleurs importées, un forfait de photographie et une robe. Une seule ligne pour une robe qui coûtait plus cher que la plupart des mensualités de crédit de voiture des gens. Tout en bas, un total écrit à la main, 74 850 $. Et en dessous, de l'écriture même de Candel, arrondi à un chiffre rond, 75 000 $. J'ai levé les yeux lentement du papier. Ma fille était assise en face de moi, les mains croisées sur la table, le menton levé, le regard fixe. Elle n'était pas nerveuse. Elle ne demandait rien. Il n'y avait aucun « s'il te plaît » dans sa posture, aucune incertitude dans son expression. Elle attendait comme on attend qu'une transaction se traite. Comme on attend une signature sur une ligne qui a toujours été destinée à être signée. En 31 ans de gestion d'hôpitaux, j'ai appris à lire les pièces avant de lire les rapports. Et ce que j'ai lu dans cette pièce à ce moment-là, ce n'était pas une fille partageant un rêve avec sa mère. C'était une facture. J'avais été catégorisé non pas comme la femme qui l'avait élevée, non pas comme quelqu'un dont la bénédiction signifiait quelque chose, mais comme une source de financement ayant l'habitude de toujours dire oui. J'ai posé le document. J'ai regardé ma fille et j'ai senti passer en moi quelque chose qui n'était ni de la colère, ni de la douleur. C'était plus calme que l'une et plus tranchant que l'autre. C'était une prise de conscience, le genre qui, une fois qu'elle arrive, ne vous quitte plus. J'ai dit, Candel, assieds-toi. Nous devons parler de cela. Elle a soupiré, à peine. Juste un souffle d'impatience, comme si je lui avais demandé de se répéter alors qu'elle s'était déjà montrée parfaitement claire. Ce son m'a tout dit avant même que je ne prononce le moindre mot de ce que j'avais réellement besoin de dire. Ce document est resté sur le comptoir de ma cuisine pendant 6 jours. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas appelé Candel. Je n'ai pas prié dessus, je n'ai pas pleuré dessus, et je ne l'ai pas glissé dans un tiroir pour ne pas avoir à le regarder. Je l'ai laissé juste là, sur le comptoir, à côté de ma cafetière, pour le voir chaque matin, parce que j'ai passé 31 ans à prendre des décisions avec la tête froide et que je n'allais pas m'arrêter maintenant. Je voulais le comprendre, non pas sur le plan émotionnel, mais de manière précise. Le lieu était à 18 000 $. Une salle de bal en centre-ville où j'avais en fait déjà assisté à un événement une fois. Magnifique, certes, mais magnifique au point de valoir 18 000 $ pour 4 heures un samedi après-midi. Le traiteur était tarifé par personne et le nombre d'invités sur ce document était de 200 personnes. Je ne savais pas que Candel connaissait 200 personnes.
Les fleurs étaient importées, pas locales, pas de saison, importées avec une ligne distincte pour l'installation. Le forfait photo comprenait un vidéaste, un second photographe et une prestation répertoriée comme une séance à l'heure dorée. La robe avait sa propre ligne. Pas de fourchette de prix, un seul chiffre. Et ce chiffre à lui seul aurait pu meubler un salon. Je ne suis pas une femme opposée aux belles choses. J'ai élevé Candel dans une belle maison. Je lui ai appris la différence entre la qualité et le gaspillage, entre investir dans quelque chose qui dure et dépenser pour de la frime. Je pensais que ces leçons avaient porté leurs fruits. Ce que j'ai compris, debout devant ce comptoir le 3e matin, c'est qu'aucun de ces choix n'avait été fait en pensant à moi en tant que mère. Pas une seule ligne ne portait l'empreinte d'une fille qui s'était dit « Ma mère sera fière d'offrir cela ». Chaque choix avait été fait en pensant à moi comme à toute autre chose. Une ressource, un compte avec un historique d'approbation. Et cet historique, je devais me montrer honnête avec moi-même à ce sujet. Quand Candel a pris son premier emploi à 22 ans, je l'ai ajouté à l'une de mes cartes de crédit. Juste par sécurité, lui avais-je dit. Pour que tu ne sois jamais prise au dépourvu. Elle m'avait appelé, pleine de gratitude ce jour-là, je m'en souviens encore. Puis j'ai commencé le virement mensuel. $800 discrètement, pour que ses premières années ne l'éreintent pas comme les miennes m'avaient éreinté. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je n'en avais pas besoin. Je donnais parce que je le voulais. Mais quelque part au cours des 2 dernières années, quelque chose avait changé si progressivement que je l'avais presque manqué. Les appels de remerciement après le virement ont cessé d'arriver. Je l'ai remarqué. Je l'ai enregistré. Puis, un soir, Candel était chez moi avec Marchon, et elle a évoqué la carte devant lui, non pas en privé, non pas en ayant conscience que je me tenais à 2 mètres de là. Avec désinvolture, de la même manière qu'on évoque un objet qui nous appartient. Elle l'a appelée, sa carte, pas la carte de sa mère. La sienne. Je me tenais dans ma propre cuisine et j'entendais ma fille revendiquer ma générosité comme sa propriété. J'ai enregistré cela aussi. À présent, j'ouvrais tous les dossiers que j'avais fermés et je les lisais l'un après l'autre. Et l'image qu'ils formaient ensemble n'était pas agréable. Il ne s'agissait pas d'une fille qui s'était simplement égarée. C'était un schéma lent, constant, et complètement ignoré par elle. Et si je devais être honnête, par moi aussi. J'ai repris le document une fois de plus. J'ai débouché un stylo. J'ai entouré ce montant manuscrit de $75 000 et j'ai écrit un chiffre à côté. Un chiffre réel, un chiffre généreux, le chiffre qu'une mère qui aime sa fille et qui respecte aussi son propre argent écrirait. Je l'apporterai à Candel la semaine suivante. Je croyais, assise là, qu'elle y verrait de l'amour. Je me trompais. Je n'ai jamais été une femme qui restreint. Les frais de scolarité de Candel payaient chaque semestre, chaque manuel, chaque taxe qu'il glissait dans la facture en espérant que personne ne le remarquerait. Le crédit de la voiture, la 2e année de son premier emploi, quand sa transmission a lâché et qu'elle m'a appelé en pleurs à 7 heures du matin, réglé tranquillement, sans sermon. La carte de crédit, les $800 chaque mois comme sur des roulettes. 29 en 2, oui, empilés les uns sur les autres. Si constant et si fiable que j'étais devenu une évidence à laquelle elle n'avait jamais à penser. C'était de ma faute autant que de la sienne, je le comprends maintenant. Et le comprendre ne signifiait pas que j'allais lui donner $75 000 pour une seule journée sans avoir une discussion. Alors je l'ai appelé. Je lui ai demandé de venir. Je lui ai dit que j'avais réfléchi et que j'avais quelque chose à lui montrer. J'avais passé 2 soirées à élaborer un véritable plan de mariage. Pas une réduction, une célébration, mais une célébration honnête. Un lieu à Charlotte que je connaissais personnellement. Élégant. Le genre de salle qui rend magnifiquement en photo sans coûter $18 000 de location pour un après-midi. Un traiteur dont j'avais mangé les plats lors de 3 événements distincts et que je n'avais jamais oublié. Des fleurs sophistiquées et de saison plutôt qu'importées et hors de prix. Un photographe dont j'avais vu le travail captiver les gens lors d'une réunion de famille 2 ans plus tôt. J'ai tout chiffré avec soin. Je l'ai imprimé de la même manière qu'elle avait imprimé le sien. Dactylographié, détaillé, propre. $15 000. Un vrai mariage. Un point de départ pour une vraie vie. Elle est arrivée et s'est assise en face de moi à la même table. J'ai fait glisser mon document vers elle.
J'ai gardé ma voix calme et chaleureuse parce que c'est ainsi que je le pensais. Je lui ai dit, un mariage, c'est un jour, Candel. Ce qui vient après, c'est une vie. Assurons-nous que la vie soit financée. Elle a regardé le papier. Quelque chose est passé sur son visage, chose à laquelle je n'étais pas préparé. Pas de la déception. Je m'étais préparé à de la déception. Ce qui a traversé son visage, c'était du mépris, rapide, à peine contenu, l'expression de quelqu'un à qui l'on vient d'offrir quelque chose d'inférieur à lui. Elle a serré les lèvres. Elle a regardé mon budget soigneusement préparé comme on regarde un objet qu'on vous a remis et que vous n'avez nullement l'intention de garder. Puis elle l'a plié sans lire plus loin que la première ligne et l'a mis dans son sac. Elle a dit qu'elle devait en parler à Marchon. Pas, je dois y réfléchir. Pas, merci, maman, laisse-moi y penser. Elle devait en parler à Marchon. Son nom dans sa bouche à ce moment-là n'était pas le nom d'un partenaire qu'elle consultait. C'était le nom d'un supérieur à qui elle rendait des comptes. Je suis resté assise avec cela après son départ. La maison était très silencieuse. J'avais élevé cette femme. Je m'étais montré présente pour elle de manière qu'elle avait déjà cessé de compter tant elles étaient devenues invisibles à ses yeux. De la même façon que le sol sous vos pieds devient invisible. Vous ne le remarquez que lorsque quelque chose bouge. Quelque chose avait bougé. La hiérarchie dans la vie de ma fille avait été réorganisée et je n'avais pas été consulté. Marchon trônait au sommet désormais. Je l'ai compris clairement pour la première fois, assise seule à cette table. Et ce qui me perturbait, ce n'était pas qu'elle l'aimait. C'était qu'elle lui avait remis l'autorité sur une relation qu'il n'avait pas construite, dans laquelle il n'avait pas investi et qu'il n'avait pas mérité. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Candel. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était plate, travaillée, la voix de quelqu'un qui délivre un message qu'il a répété. Elle a dit que Marchon pensait que si je ne pouvais pas m'engager sur le montant total, il devait réévaluer si ma présence au mariage avait du sens. Je me suis figé complètement. J'ai dit, Candel, répète cela. J'ai fait face à des gens qui ne voulaient pas de moi dans la pièce tout au long de ma carrière. Des membres du conseil d'administration d'hôpitaux qui pensaient qu'une femme noire avec un tableur était une curiosité. Des fournisseurs qui s'adressaient d'abord à l'homme à côté de moi. Des administrateurs qui utilisaient des expressions comme « peut-être devrions-nous réévaluer », quand ce qu'ils voulaient dire était « nous n'avons pas l'intention de bouger ». J'ai appris très tôt comment m'asseoir dans ces pièces sans me rabaisser. Comment laisser le silence travailler pour moi, comment garder mon visage impassible pendant que mon esprit avançait avec 3 coups d'avance. Pas une seule fois en 31 ans personne ne m'a fait me sentir petite. Marchon Colbert m'a appelé 2 jours après ce coup de téléphone. Son ton était mesuré, calme, presque corporatif, la voix d'un homme qui avait répété ce qu'il allait dire et qui était satisfait de l'effet produit. Il a suggéré que nous nous rencontrions tous en personne. Pour clarifier les choses, a-t-il dit. J'ai accepté, non pas parce que j'avais besoin de clarté, mais parce que je voulais voir son visage quand il le dirait. Je suis arrivé à leur appartement avant lui. Candel m'a laissé entrer. Elle s'activait dans la cuisine, le dos tourné vers moi, faisant de petites tâches inutiles, ajustant un torchon, fermant un placard déjà fermé. Elle ne m'a pas embrassé. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu en observant la pièce autour de moi. Les meubles étaient plus récents que dans mes souvenirs. Le canapé sur lequel j'étais assise avait encore cette fermeté particulière d'un achat récent. J'ai remarqué le tapis en dessous, les rideaux, le téléviseur fixé au mur comme une affirmation. J'ai reconnu les choses que j'avais payées sans qu'on me le demande jamais. Marchon est entré et s'est assis dans le fauteuil juste en face de moi. Candel est sortie de la cuisine et s'est assise à côté de lui. Pas à côté de moi, à côté de lui. Elle s'est calée dans ce coussin de canapé comme si elle se mettait en formation, et quelque chose dans ma poitrine l'a enregistré avant même que mon esprit ne l'ait pleinement assimilé. Il a commencé à parler. Il a dit qu'il me respectait. Il a utilisé le mot « profondément ». Il me respectait profondément. Il a dit qu'il aimait Candel et qu'il voulait que leur mariage honore cet amour comme il méritait de l'être. Il a dit qu'il comprenait que l'argent soit un sujet sensible. Il a dit tout cela avec aisance, sans rompre le contact visuel, de la manière dont parle un homme qui a confondu la confiance en soi avec la justesse. Puis il a changé de ton. Il a dit qu'il craignait que mon refus de soutenir le mariage ne crée des tensions le jour même.
Il a dit que les mariages étaient déjà assez chargés d'émotions sans que des désaccords familiaux ne planent sur eux. Il a dit qu'il voulait que tout le monde se concentre sur la célébration plutôt que de s'attarder sur ce qui n'avait pas été fait. J'ai écouté. Il a continué à parler. Il a dit, peut-être serait-il préférable que chacun prenne un peu de recul, juste jusqu'après le mariage, juste assez de distance pour garder les choses positives. Et puis il a lâché, s'il m'était impossible de soutenir le mariage qu'ils avaient prévu, il pensait, et Candel était d'accord, qu'il serait préférable pour tout le monde que je ne sois pas présente. Tout le monde. Il a utilisé ce mot comme si mon absence était une délicatesse, comme si m'exclure du mariage de ma propre fille était une courtoisie logistique plutôt qu'une punition délivrée d'une voix calme un mardi soir. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis tourné vers Candel. J'ai attendu. Je lui ai donné chaque seconde dont elle avait besoin. J'ai guetté sur son visage la correction qui n'est pas venue. Le moment où elle se pencherait et dirait, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Ou, marchons, arrête. Ou même simplement un regard qui me dirait qu'elle était encore là. Elle a rencontré mes yeux et n'a rien dit. Je me suis levé. Je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon sac à main et j'ai glissé la bandoulière sur mon épaule dans un mouvement lent, sans hâte. Je me suis penché et j'ai boutonné l'unique bouton de ma veste, de la manière dont je l'ai toujours boutonné avant d'entrer dans une pièce qui exige de moi d'être inébranlable. Puis j'ai regardé Marchon. Je comprends exactement ce que tu dis. J'ai regardé ma fille une dernière fois, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid et de plus pur que la colère. Puis je suis sorti. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking pendant 4 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Elle avait 7 ans et elle portait une robe jaune. C'était un dimanche matin, tôt, avant l'église, avant que la journée n'ait le moindre poids. Elle était entrée dans ma chambre à pas feutrer dans cette robe, la ceinture déjà à moitié défaite parce qu'elle avait essayé de la nouer elle-même et y était presque parvenue. Me tendant les boulaches avec la confiance totale et simple d'un enfant qui n'a jamais douté un seul instant que sa maman réparerait ce qui devait l'être. Je l'ai nouée. Elle s'est retournée et m'a regardé avec ce visage ouvert, sans défense, d'une confiance totale, et a dit, « Tu es la meilleure, maman. » Je garde ce souvenir depuis 22 ans comme une fleur pressée sous verre. J'étais toujours assise sur ce parking quand il m'est revenu. J'étais dans la voiture depuis 4 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. J'avais appelé mon avocate, j'étais tombé sur sa messagerie et j'avais laissé un message de 3 phrases, court et parfaitement maîtrisé. Puis je me suis assise, les mains sur les genoux, et j'ai laissé le souvenir m'envahir. Cette robe jaune, cette ceinture à moitié nouée, ce visage, puis je me suis laissé face à ce que je venais de voir ma fille faire. Ce n'était pas Marchon qui brisait quelque chose en moi. J'avais vu venir Marchon dès l'instant où Candel avait commencé à s'assurer de son accord avant de parler. Ce qui a brisé quelque chose, c'était le silence. Son silence. Le moment où je me suis tourné vers elle dans cette pièce, qu'elle m'a regardé droit dans les yeux et qu'elle a choisi de se taire. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire. Je connais ma fille. Elle avait énormément de choses à dire. Elle a choisi de ne pas les dire. C'est une chose totalement différente. C'est une décision. Je suis rentré chez moi. J'ai franchi la porte d'entrée, je me suis tenu dans le couloir et la maison m'a paru différente. De la même manière qu'une pièce semble différente quand vous venez d'y comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas auparavant. J'ai descendu le couloir lentement, passant devant la cuisine, devant les photos sur le mur. Candel a 5 ans, à 10 ans, à sa remise de diplômes universitaires. Ce large sourire, cette coiffe légèrement de travers. Je me suis arrêté devant la porte de sa chambre. Elle est restée exactement telle qu'elle l'avait laissée en déménageant. La couette violette qu'elle avait choisie elle-même à 15 ans. La petite étagère de livres qu'elle n'avait jamais emportée. La photo sur la commode de nous deux à Myrtle Beach. Sa tête sur mon épaule. Toutes les deux clignant des yeux face au soleil. Je suis resté sur le pas de cette porte pendant un long moment. Puis j'ai tendu la main et j'ai fermé la porte. Sans force, sans cérémonie, je l'ai simplement fermée comme on ferme quelque chose qu'on ne va plus laisser ouvert par habitude, et je suis allé dans ma propre chambre. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas mangé. Je me suis assise dans mon fauteuil de lecture et je me suis accordé 1 heure.
J'ai réglé le minuteur de mon téléphone sur 60 minutes, et je suis restée assise là à ressentir absolument tout ce que j'avais besoin de ressentir. Le chagrin de la situation, la confusion, la solitude spécifique d'être une mère qui a aimé sans condition et qui se demande seulement maintenant si cet amour a jamais été reçu de la même manière qu'il a été donné. Le minuteur a sonné. Je me suis levé, je me suis lavé le visage, et j'ai entraîné mes pas vers mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail en ligne de ma banque. Je suis allé dans la gestion des comptes. J'ai trouvé le nom de Candel exactement là où je l'avais placé il y a 6 ans. Utilisatrice autorisée, accès complet, la carte qu'elle en était venue à appeler la sienne. Mon curseur a trouvé le bouton de suppression. Je n'ai pas encore cliqué, mais ma main était ferme. Et pour la première fois depuis que j'étais sorti de cet appartement, ce que je ressentais n'était pas du chagrin. C'était de l'action. Le chagrin a une date de péremption si on lui en donne une. J'ai donné au mien exactement 1 heure la veille. 60 minutes, 1 minuteur, et tout ce que j'avais besoin de ressentir a été ressenti. Quand il a sonné, je me suis levé, je me suis lavé le visage, et j'ai pris la décision que la femme qui se réveillerait le lendemain matin ne serait pas la même femme que celle qui s'était assise sur ce parking. J'étais debout à 5h40. Café préparé à 6h, bloc-notes sur la table, stylo débouché, et le calme spécifique d'une femme qui a déjà fini de pleurer et qui fait maintenant quelque chose de plus utile. J'ai appelé mon avocate à 8h15. Elle s'appelle Valérie, et je travaille avec elle depuis 11 ans. Pour chaque question immobilière, chaque révision de contrat, chaque document exigeant un œil aiguisé et sans sentimentalisme. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé, sans drame. J'ai dit que j'avais besoin d'une consultation d'urgence pour revoir mon testament, mes désignations de bénéficiaires et tous les instruments financiers conjoints actuellement au nom d'une autre personne. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Le rendez-vous a été fixé au jeudi matin. J'ai raccroché et j'ai appelé ma banque. J'ai dit au conseiller que je devais retirer un utilisateur autorisé de mon compte de crédit. Elle m'a guidé, m'a confirmé que cela prendrait effet sous 24 à 48 heures. Puis j'ai signalé le compte chèque joint, celui sur lequel je versais $800 chaque mois depuis 6 ans, pour restructuration et clôture. La carte de débit qui y était associée serait désactivée à la clôture du compte. Je finaliserai tout après que la consultation de jeudi aurait confirmé qu'il n'y avait pas de complications. 12 minutes, 2 appels téléphoniques, 6 ans d'accès financier démantelés avant que mon café ne refroidisse. Je suis resté assise avec cela un moment, non pas avec de la culpabilité, mais avec de la clarté. Puis j'ai appelé Célestine. Ce fut le seul appel qui m'a coûté quelque chose. Non pas parce que je devais m'expliquer. Célestine n'a jamais exigé d'explication. C'était le son de son écoute, la qualité de son silence à l'autre bout du fil pendant que je parlais. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant exactement le temps qu'il fallait avant de dire « Tu as tout fait comme il fallait, Lou. » Tout. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle m'a demandé si je voulais de la compagnie. Je lui ai dit pas encore. Encore quelques jours seul dans ma tête. Elle a compris de la seule manière dont une sœur peut comprendre, sans insister, sans jouer la comédie de l'inquiétude. Avant de raccrocher, elle m'a demandé où j'allais être le 23, la date du mariage. J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit, quelque part de magnifique. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je voulais aller au Portugal depuis 15 ans. Je n'exagère pas ce chiffre. 15 ans de photos de magazines et de conversations que j'avais entamées puis interrompues en me disant, peut-être l'année prochaine. Peut-être quand le travail se calmera, peut-être quand Candel sera plus stable, peut-être quand il n'y aura plus personne qui aura besoin de quelque chose de ma part en priorité. Il y avait toujours une raison d'attendre. Je m'étais tellement organisé autour des besoins des autres que les miens avaient pris l'habitude de rester tranquillement dans leur coin en attendant que je m'occupe d'eux. J'ai cherché les vols et je suis resté assise là un instant, sans hésiter, savourant simplement l'étrangeté de n'avoir à consulter personne. Pas d'emploi du temps à vérifier, pas de voix dans ma tête pour me rappeler que le projet de quelqu'un d'autre passait en premier. Le sentiment était si peu familier que j'ai dû prendre une inspiration pour le nommer. Puis j'ai pris ma carte. Un vol atterrissant à Lisbonne le matin du 23. Un hôtel avec une terrasse au-dessus de l'eau. J'ai réservé les 2 sans refermer l'ordinateur entre-temps.
quand je l'ai fermée, je me suis adossé à ma chaise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis bien plus longtemps que je ne saurais le dire. De la légèreté. Pure et simple. La légèreté spécifique d'une femme qui a enfin décidé de se choisir en premier. La lumière à Lisbonne ne se comporte pas de la même manière qu'à Charlotte. Elle rebondit sur l'eau différemment, plus douce sur les bords, plus chaude au centre. Le genre de lumière qui donne à tout ce qu'elle touche l'aspect d'une peinture plutôt que d'une construction. Je n'avais aucun point de comparaison. J'avais vu des photos, lu des descriptions, classé tout cela depuis 15 ans sous l'étiquette « un jour ». Un jour, était arrivé et j'étais assise sur la terrasse d'un hôtel en peignoir, avec un café que je n'avais pas préparé moi-même, regardant le tage capté le matin et pensant à Charlotte. C'était le 23. Je connaissais le lieu d'après le descriptif, la salle de bal du centre-ville, cérémonie à 14 heures. J'ai vérifié le décalage horaire en buvant mon café. Lisbonne a 5 heures d'avance, ce qui signifiait que pendant que j'étais assise ici à regarder ce fleuve dans cette lumière, Candel se réveillait à Charlotte. Pendant que je finissais mon petit déjeuner, elle serait installée dans un fauteuil de salon de coiffure quelque part. Pendant que je parcourais la rue qui attirait mon regard cet après-midi, elle se tiendrait au bout d'une allée dans une robe qui coûtait plus cher que les dépenses mensuelles de la plupart des gens. Je m'étais préparé à ce que ce matin soit plus difficile qu'il ne l'a été. J'avais réellement anticipé l'arrivée du chagrin avec l'aube. Le chagrin particulier d'une maman manquant le moment qu'elle avait imaginé pendant des années. Le corsage, les photos dans le hall, la marche le long de l'allée. J'avais imaginé tout cela bien avant que Candel ne se fiance, comme le font les mères, discrètement et sans le dire. Ce qui est arrivé à la place était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Non pas le chagrin du mariage, mais le chagrin pour la fille que je pensais avoir. Ce sont deux pertes distinctes et une seule d'entre elles était assise sur cette terrasse avec moi. Le mariage, je pouvais le laisser aller. Je l'ai laissé partir avec mon café du matin, la lumière du fleuve et une longue expiration qui m'a surprise par sa pureté. Ce que je gardais encore précieusement, comme on garde un objet fragile, c'était le fossé entre la personne que je croyais être ma fille et ce que je l'avais vu faire dans cet appartement. Ce fossé ne s'était pas refermé. J'ai pensé à la robe que j'avais failli acheter. Rouge bordeaux foncé, dans la vitrine d'une boutique en centre-ville, le genre de robe qui dit « Je suis la mère de la mariée, et je suis fier de toutes les années qu'il a fallu pour en arriver là ». J'étais resté devant cette vitrine pendant une bonne minute. Je n'étais pas entré. 3 semaines plus tard, j'étais dans une boutique d'une rue pavée de Lisbonne en train d'acheter une chemise en lin de la couleur du gros sel, elle m'allait comme si elle avait été coupée sur mesure pour mes épaules, et je la portais en ce moment même. Je la préférais. À 14 heures, heure de Lisbonne, j'ai levé ma tasse de café, la deuxième, dans un café du coin où l'homme derrière le comptoir m'avait salué de la tête comme une habituée, et j'ai dit à haute voix pour personne, « J'espère que c'est magnifique, mon bébé. » Je le pensais. Je veux être clair là-dessus. Il n'y avait pas de mise en scène, pas de sarcasme secret, pas de grandeur d'âme déplacée pour un public absent. J'espérais sincèrement que les fleurs étaient réussies, la lumière belle, et qu'elle ressentait quelque chose de vrai en prononçant ses vœux. J'espérais tout cela. Ce que je n'espérais pas, c'était que la beauté dure plus longtemps que l'argent. Ce soir-là, j'ai marché le long des quais jusqu'à ce que mes pieds me disent stop. J'ai dîné dans un restaurant où personne ne connaissait mon nom, mon histoire ni ma fille. J'ai commandé un plat dont je ne savais pas prononcer le nom et il est arrivé extraordinaire. J'ai regardé les couples, les familles et les inconnus vivre leur vie autour de moi et j'ai senti s'installer dans ma poitrine quelque chose qui m'avait manqué depuis longtemps. Je me sentais comme une femme qui s'appartenait entièrement. De retour à l'hôtel, j'ai trouvé un appel manqué d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai remarqué l'indicatif « Charlotte ». Je l'ai regardé un instant de plus que prévu. Non pas parce que je pensais que c'était Candel. Elle connaissait mon numéro, mais parce que le timing me paraissait étrange. L'appel était passé moins d'1 heure auparavant. Je l'ai regardé encore une fois, j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de nuit, et j'ai ouvert la porte de la terrasse pour laisser entrer l'air de la nuit. Quoi que ce soit, cela pouvait attendre. Tout pouvait attendre. J'étais au Portugal. Au 3e jour, j'avais arrêté de vérifier le décalage horaire. Charlotte avait 5 heures de retard sur moi, et j'avais décidé de l'y laisser. J'avais marché ce matin-là jusqu'à ce que la ville s'ouvre sur une large promenade face au port.
J'ai trouvé un muret de pierre au-dessus de l'eau et je m'y suis assise sans autre projet que de regarder l'après-midi s'éteindre sur le Tage. Le ciel offrait un spectacle pour lequel je n'avais pas de mots. Des strates d'orange et de cuivre se détachaient lentement, l'eau en dessous captant chaque couleur et la retenant. Mon téléphone a sonné. Célestine. J'ai répondu avant la deuxième sonnerie car elle est la seule personne sur cette terre pour qui j'interromprais un tel coucher de soleil. Elle avait assisté à une réunion la veille au soir. Chez une cousine, une de ces célébrations informelles d'après-mariage pour la famille qui n'avait pas pu assister à la cérémonie. Elle m'a raconté cela comme Célestine raconte tout, avec la précision d'une femme qui a déjà trié ce que j'ai besoin d'entendre de ce qui est inutile, ne me livrant que le premier. Les gens avaient demandé de mes nouvelles. Elle leur avait dit que je voyageais. Quelqu'un insistant, elle a précisé que j'avais un engagement de longue date qui ne pouvait être déplacé. Personne n'a insisté davantage. Célestine a un ton qui n'invite pas à insister et tout le monde dans notre famille a appris à le décoder. Mais le fait que les gens demandent, le fait que la pièce soit devenue légèrement inconfortable à l'évocation de mon nom racontait sa propre histoire. Quoique Candel et Marchon aient dit pour expliquer mon absence, cela n'avait pas totalement convaincu. J'ai demandé ce qu'ils avaient raconté aux gens. Célestine est restée silencieuse pendant exactement une seconde. Puis elle a dit, ils ont dit que tu avais choisi de ne pas venir, que c'était ta décision, qu'ils avaient essayé de t'intégrer mais que tu avais décliné. Je suis restée pensive. Cette reformulation n'était pas surprenante. J'en attendais une dans ce genre. Une version des faits où Lauryn Adams était le problème. La difficile. La mère qui faisait une scène pour des questions d'argent et s'excluait elle-même du mariage de sa propre fille par entêtement. Cette version était plus propre pour eux. Plus facile à présenter autour d'un plat de dîner. C'était tout de même douloureux à entendre à voix haute. Puis Célestine a ajouté, « Mais voici ce que je veux que tu saches, Lou. » Bernadette Colbert était à cette réunion. La mère de Marchon. Elle a précisé que Bernadette était restée silencieuse la majeure partie de la soirée. Pas inamicale, juste réservée. De la manière dont une personne est réservée lorsqu'elle détient quelque chose qu'elle n'a pas encore décidé d'utiliser. À un moment donné, elle avait pris Célestine à part. Non pas pour bavarder, mais avec une intention précise. Elle a demandé, « Est-ce que Lauryn va bien ?» Non pas où j'étais. Non pas pourquoi je n'étais pas venu. Non pas ce qui s'était passé avec le mariage. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai retourné cette question lentement dans ma tête pendant que Célestine continuait à parler. C'est la question d'une femme qui soupçonne déjà que la réponse est non et qui a déjà commencé à se demander qui en est responsable. Célestine a ajouté, « En fait, je la connais un peu. Sa cousine Desonda et ma cousine Patrice se connaissent depuis 15 ans. C'était une bonne femme, Lou. Elle avait l'air tracassée toute la soirée. Pas de la manière dont les gens sont curieux, mais de la manière dont ils le sont quand quelque chose leur pèse sur le cœur. » Puis Célestine m'a appris une chose de plus. Apparemment, quelqu'un lors de la réunion avait mentionné à quel point il était inhabituel pour la mère d'une mariée de manquer totalement le mariage. Pas méchamment, juste au cours de la conversation. Bernadette n'avait pas dit grand-chose après cela, mais elle était devenue très silencieuse. Un peu plus tard, un autre parent a mentionné la lune de miel, disant quelque chose sur le coût exorbitant que tout cela avait dû représenter entre le mariage et le voyage. Selon Célestine, Bernadette avait alors posé une question simple, « Est-ce que Lauryn a aidé pour cela ?» Personne ne semblait connaître la réponse. La conversation a continué, mais pas Bernadette. Elle est restée pensive tout le reste de la soirée. J'avais rencontré Bernadette 2 fois. Le dîner de fiançailles, chaleureuse, présente, le genre de femme qui pose des questions complémentaires parce qu'elle a réellement écouté votre première réponse. Une brève présentation sur la pelouse 6 mois plus tard. Les 2 fois, elle m'avait embrassé sincèrement. J'ai classé avec soin ce que Célestine venait de me dire. Non pas dans le tiroir des affaires classées, mais dans l'autre. Avant de raccrocher, Célestine m'a demandé comment c'était. J'ai regardé le dernier filet de soleil sombrer dans l'eau. J'ai dit, Célestine, j'aurais dû venir ici il y a des années. Elle a ri de bon cœur, d'un rire franc et sans phare. C'était le premier rire que j'entendais depuis des jours, et il s'est déposé sur moi comme de l'eau tiède sur des épaules fatiguées. Je suis resté sur ce muret jusqu'à ce que le ciel soit complètement noir et que les lumières du port s'allument une à une sous mes yeux. Quelque part au-dessus de l'Atlantique,
côté hublot, le soleil se levait du mauvais côté. J'avais passé 8 jours à regarder la lumière venir de la gauche. Maintenant, elle était sur ma droite et ce petit inversement me paraissait le résumé le plus honnête de la situation. J'étais dirigé vers une vie qui allait sembler familière mais se révéler totalement différente. J'ai pensé à la femme qui avait pris l'avion pour Lisbonne 8 jours plus tôt. Vidée, nouvellement blessée, courant vers quelque chose qu'elle ne savait nommer car le nommer aurait exigé d'admettre à quel point elle en avait besoin. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du hublot. Nous partagions le même visage. C'était à peu près tout. J'ai atterri à Charlotte juste après midi, je suis rentré chez moi en voiture depuis l'aéroport comme je fais tout, sans cérémonie, sans annonce, je me suis garé dans mon allée et je suis resté assise un instant avant d'entrer, non pas en hésitant, mais en arrivant de manière intentionnelle. J'ai franchi la porte d'entrée, je me suis tenu dans le couloir et j'ai regardé ma maison, les tableaux au mur, le fauteuil de lecture près de la fenêtre. Le comptoir de la cuisine où j'avais laissé ce récapitulatif de prestataire pendant 6 jours parce que j'avais besoin de le comprendre clairement avant d'y répondre. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Tout m'appartenait exactement. J'avais acheté chaque meuble de cette maison, choisi chaque couleur sur ses murs, construit cette vie à partir d'un salaire gagné dans des pièces où les gens me sous-estimaient régulièrement. Personne ne m'avait fait cadeau de tout cela. J'ai déballé mes affaires lentement, j'ai posé mes photos du Portugal sur le comptoir. Je les ferai imprimer avant la fin de la semaine. J'ai fait du thé, j'ai appelé Valérie et j'ai confirmé que les modifications du testament avaient été finalisées en mon absence. Puis j'ai vérifié mes comptes. Le compte joint était clôturé. La carte de débit désactivée. Le compte de crédit n'affichait plus nulle part le nom de Candel. Tout ce que j'avais mis en mouvement avant mon départ était réglé. Célestine est arrivée à 18h avec de la nourriture, et nous nous sommes assises à la table de la cuisine comme nous nous sommes assises à des tables de cuisine ensemble toute notre vie, sans hâte, honnête, disant les choses qui méritent d'être dites sans fioriture. Elle avait gardé pour elle des détails au téléphone à Lisbonne qu'elle me livrait désormais en entier. Cela faisait un peu plus de 2 semaines depuis le mariage. Marchon et Candel étaient rentrés de leur lune de miel il y a 4 jours, partis une semaine. Célestine avait appris par une cousine que l'argent était déjà devenu un sujet de tension entre eux. Rien de dramatique pour le moment, juste le genre de discussion qu'ont les jeunes mariés lorsque les factures commencent à arriver et que les attentes se heurtent à la réalité. Elle ne connaissait pas les détails, et moi non plus, mais elle a dit que la cousine semblait inquiète. Ils étaient de retour dans l'appartement à présent, s'installant dans la vie qu'ils avaient construite sur des fondations qu'ils n'avaient pas pleinement examinées. Célestine a appris par cette même cousine que tous les deux étaient allés dans un magasin de décoration d'intérieur durant le week-end. J'ai regardé mon téléphone sur la table entre nous. J'ai dit, elle n'a pas appelé. Célestine a secoué la tête lentement. Pas encore. Je suis resté pensive. 2 mots qui contenaient tout un monde d'informations. Pas encore, signifiait que cela venait. Pas encore, signifiait que Candel était rentrée de sa lune de miel, avait remis les pieds dans la vraie vie et s'était rendu compte que certaines choses qu'elle avait toujours considérées comme acquises n'étaient plus là. Pas encore, signifiait que l'appel que j'attendais était plus proche qu'il n'y paraissait. Ce que cela signifiait également, et c'était la partie qui s'installait dans ma poitrine comme la dernière pièce d'un puzzle, c'est que son premier réflexe n'était pas d'appeler sa mère parce qu'elle lui manquait. Ce n'était pas d'appeler parce qu'elle était désolée. Ce n'était même pas d'appeler pour prendre des nouvelles après des semaines de silence suivant le plus grand jour de sa vie. Quand quelque chose cesserait de fonctionner, elle appellerait sa mère. La nuance ne me surprenait pas. Elle confirmait simplement ce que je savais déjà. J'ai pris mon téléphone, je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai posé face visible sur la table au lieu de face cachée. Je ne fuyais pas ce qui s'annonçait. J'étais prête. Célestine m'a observé et n'a rien dit. Nous avons fini notre repas, fait la vaisselle côte à côte comme notre mère nous l'avait appris, et nous nous sommes dit bonne nuit sur le pas de la porte. Je suis allé me coucher et j'ai dormi sans interruption pour la première fois depuis des semaines. J'ai passé ma vie entière à me préparer aux choses. Non pas de manière obsessionnelle, ni avec anxiété, juste avec la discipline constante et pratique d'une femme qui a appris très tôt que les personnes qui restent debout dans les moments difficiles sont généralement celles qui les ont vus venir et ont agi discrètement avant leur arrivée. Je me suis préparé à chaque entretien difficile dans ma carrière. Je me suis préparé pour l'adolescence de Candel, j'ai acheté les livres, j'ai eu les discussions, je suis resté éveillé assez tard pour être disponible quand elle avait besoin de parler.
Je me suis préparé pour la retraite. Je me suis préparé pour le Portugal. Je me suis préparé à cela aussi. Je ne savais simplement pas que cela arriverait un jeudi. J'étais dans mon salon de lecture. Je me réappropriais lentement ce coin de la maison depuis mon retour. Une nouvelle lampe sur la table d'appoint, les étagères réorganisées pour accueillir les livres que je voulais réellement lire plutôt que ceux qui s'y étaient accumulés par habitude. Cet endroit devenait mien d'une façon qu'il n'avait pas été auparavant. De petits changements, intentionnels. Mon téléphone a vibré sur l'accoudoir du fauteuil. Je l'ai pris. Le nom de Candel sur l'écran. Je n'ai rien ressenti de dramatique, pas de sursaut, pas d'angoisse, juste de la reconnaissance. J'ai ouvert le SMS. 5 mots. Maman, la carte ne fonctionne pas, je l'ai lu une fois, j'ai posé le téléphone face cachée sur l'accoudoir du fauteuil, j'ai repris mon livre et j'ai lu une page entière. Je sais exactement de quelle page il s'agit car j'ai relu cette même page 4 fois depuis, et les mots résonnent toujours de la même manière. Puis j'ai posé le livre et repris le téléphone. 5 mots. Pas de formule de salutation. Pas de « j'ai pensé à toi » après des semaines de silence. Pas de « je sais que les choses ont été bizarres entre nous ». Aucune reconnaissance du fait que la dernière fois que nous étions dans la même pièce, son mari m'avait dit que mon absence serait une courtoisie et qu'elle s'était assise à ses côtés sans rien dire. Juste une carte, juste un problème. Juste l'hypothèse, non examinée, automatique, aussi naturelle pour elle que de respirer, que j'étais toujours là, toujours disponible, toujours le sol sur lequel elle se tenait sans jamais baisser les yeux. Un peu plus de 2 semaines. C'était le temps de silence qu'elle avait réussi à tenir avant que la transaction n'exige d'établir le contact. Une lune de miel, un nouvel appartement, une vie entièrement nouvelle commençait. Et les premiers mots qu'elle envoyait à sa mère ne concernaient rien de tout cela. Ils concernaient une carte qui ne fonctionnait pas. Et puis quelque chose s'est produit que je n'avais pas tout à fait prévu. J'ai souri. Pas une grimace de façade. Pas cette expression serrée et contrôlée que j'arbore dans les pièces qui exigent de la tenue. Un vrai sourire. Le genre de sourire qui prend naissance quelque part sous le sternum et remonte de lui-même sans demander la permission. Parce que ces FIVMO venaient de faire ce que des semaines d'attente n'avaient pu faire, ils confirmaient la situation. Absolument tout. Chaque soupçon que j'avais soigneusement enregistré. Chaque instant que j'avais choisi d'analyser plutôt que d'excuser, confirmé de manière nette dans un simple message. Il y a un soulagement spécifique qui vit de l'autre côté de la confirmation. Ne pas savoir est toujours plus lourd que de savoir. Je portais la question depuis des mois. J'avais la réponse en FIVMO, et mes mains étaient fermes. J'ai pensé à Bernadette lors de cette réunion, soucieuse et silencieuse. J'ai pensé à la photo du Portugal posée contre la lampe sur cette table d'appoint. J'ai pensé à la voix de Valérie au téléphone confirmant que le testament était finalisé. J'ai pensé à la femme dans cet avion et à la femme dans ce fauteuil, et à la distance entre les deux. Puis j'ai ouvert le message, j'ai tapé 3 mots, mauvais numéro, chérie. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone face cachée. J'ai retrouvé ma page. Dehors, la lumière devenait ambrée à l'approche du soir. Quelque part dans Charlotte, ma fille se tenait dans un magasin de décoration avec une carte refusée et 3 mots sur son écran qui s'apprêtait à réouvrir tout ce qu'elle pensait comprendre sur sa mère. J'ai lu mon livre. Je n'ai pas guetté de réponse. Je veux être clair là-dessus. Je ne suis pas resté assise dans ce salon de lecture, le téléphone incliné vers moi, à attendre que 3 petits points apparaissent. Je l'ai posé face cachée, j'ai retrouvé ma page et j'ai lu jusqu'à ce que la lumière extérieure passe de l'ambre au gris. Quoi qu'il se passe de l'autre côté de ces 3 mots, ce n'était pas mes affaires de le surveiller. J'avais dit ce que j'avais à d'autres choses à dire. Le reste lui appartenait. Mais Candel a appelé Célestine depuis le parking de ce magasin, tenant toujours la carte refusée, fixant toujours son téléphone. Et Célestine m'a appelé ce soir-là. Je sais donc exactement ce qui s'est passé et je vais vous le raconter. Elle a lu ces 3 mots au milieu du magasin et est restée plantée là assez longtemps pour que Marchon le remarque. Et s'est approchée et elle lui a montré l'écran. Il l'a regardé et a fait ce que fait Marchon, il a reformulé la situation immédiatement, avec assurance, sans l'ombre d'un doute. Il lui a dit que c'était une erreur. Un correcteur automatique. Sa mère avait dû vouloir envoyer cela à quelqu'un d'autre et s'était trompée de contact.
Il l'a dit comme il dit tout. Comme un homme qui a déjà décidé de ce qui est vrai et se contente de vous en informer. Il avait besoin que ce soit une erreur. Toute son architecture financière dépendait du fait que Lauryn Adams reste disponible. Candel a appelé le numéro. Ça a sonné 4 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Même résultat. Puis elle a envoyé un SMS, « Maman, c'est moi, Candel. » Rien. Elle a réécrit, « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. » Rien. Le téléphone qui avait répondu en moins de 2 sonneries pendant 29 ans, pour les voyages scolaires, les pannes de voiture, les fins de soirée et chaque version du besoin qu'elle avait jamais eu, a sonné dans le vide et y est resté. Marchon lui a dit d'aller à la maison. Conduis jusque-là, a-t-il dit. C'est probablement un problème de réseau. Vas-y. Candel a dit, pas encore. Ce détail est important. Elle n'est pas allée à la maison. Elle est allée sur le parking, s'est assise dans sa voiture et a appelé Célestine, ce qui me prouve que sous la confusion, la carte refusée et la certitude de Marchon, une partie de ma fille savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'un problème de réseau. Une partie d'elle savait déjà que ce qu'elle avait sous les yeux n'était pas une erreur. Célestine a répondu à la 2e sonnerie. Candel lui a tout raconté, le magasin, la carte, le message, les 3 mots, les appels restés sans réponse. Elle a exposé les faits comme on le fait quand on espère que l'autre va vous donner une explication à laquelle on n'a pas encore pensé. Célestine est restée silencieuse un moment, non pas qu'elle soit surprise, mais parce qu'elle choisissait ses mots comme on le fait quand on sait que la vérité va faire mal et qu'il n'y en a aucune version douce. Elle a dit, « Mon bébé, tu dois appeler ta mère. C'est tout ce que je te dirai. » Et elle lui a dit bonne nuit et a raccroché. Pour la première fois dans toute cette histoire, Candel n'avait personne pour lui traduire la situation. Pas de Marchon pour la reformuler. Pas de cousine pour l'adoucir. Pas de Célestine pour combler la distance. Juste un parking, un téléphone silencieux et 3 mots qui lui pesaient sur la poitrine en refusant de signifier autre chose que ce qu'ils signifiaient. Je n'étais pas là. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle a ressenti. Mais je connais ma fille et je sais que la seule chose que Candel n'a jamais pu tolérer, depuis qu'elle a 7 ans, c'est de rester sur le pas d'une porte qui s'ouvrait autrefois pour elle. Elle a construit sa vie d'adulte en franchissant des portes que je lui tenais ouvertes. C'était la première que je fermais. Le jour suivant passa. Pas d'appel, pas de SMS, pas de voiture dans mon allée. Le jour d'après, mon téléphone a sonné et le nom sur l'écran m'a arrêté net. Non pas Candel, non pas Marchon, mais Bernadette Colbert. J'ai regardé son nom pendant une sonnerie entière. Puis j'ai répondu. J'avais rencontré Bernadette Colbert exactement 2 fois avant cet appel. La première fois, c'était le dîner de fiançailles. Un restaurant en centre-ville, table ronde, 8 personnes, le genre de soirée où tout le monde fait semblant d'être à l'aise parce que personne ne l'est tout à fait encore. Bernadette était arrivée vêtue d'une robe portefeuille vert foncé, dégageant quelque chose de calme et d'assuré dans sa démarche. La posture d'une femme qui a été élevée pour que les gens se sentent bienvenus, même dans les pièces où elle-même n'est pas sûre d'elle. Elle m'avait embrassé à la porte comme si elle le pensait. M'avait posé des questions sur mon travail avec le genre de suivi qui me prouvait qu'elle avait réellement écouté ma première réponse. La 2e fois fut brève. Une présentation sur la pelouse, 20 minutes. Les chemins de nos familles se croisant avant que l'organisation du mariage ne prenne du poids. Elle m'avait embrassé là aussi. Les 2 fois, je l'avais classée de la même façon, une bonne femme attachée à une situation compliquée. Mon téléphone a sonné un mardi après-midi et son nom était sur l'écran. Elle a commencé avec précaution, s'est excusée d'appeler à l'improviste, a dit qu'elle avait gardé mon numéro depuis la liste de contacts du dîner de fiançailles car elle avait toujours eu l'intention d'appeler plus tôt, mais que la vie était allée plus vite que prévu. Sa voix était posée et chaleureuse, et sous ces 2 aspects, je percevais quelque chose qui s'efforçait de garder sa contenance. Elle a commencé par des questions. Avais-je parlé à Candel récemment? Est-ce que tout allait bien entre nous? Elle formulait chaque question avec douceur, avec soin, de la manière dont on présente les choses lorsqu'on soupçonne déjà la réponse et qu'on laisse à l'autre l'espace pour y venir lui-même. J'ai écouté la nature de son inquiétude sous les mots. Elle avait entendu ou vu quelque chose, ou remarqué la nature particulière du silence de son fils lorsque certains sujets s'approchaient. Elle recoupait les informations et elle était douée pour cela.
J'ai pris une décision dans l'intervalle entre sa dernière question et ma réponse. Je n'allais pas édulcorer cette conversation. Je n'allais pas lui offrir une version diplomatique qui protégerait l'image de son fils aux dépens de la vérité. Elle m'appelait directement un mardi avec une voix qui s'efforçait de rester digne. Elle méritait ce qu'elle demandait réellement. Je lui ai tout raconté, sans emportement, chronologiquement. Les versements mensuels et la carte de crédit, et depuis combien de temps les deux étaient en place. Le descriptif de prestataire fait glisser sur ma table à dîner. La contre-proposition à 15 000 $ et le budget que j'avais préparé. La réunion à l'appartement. Les mots de Marchon. Le silence de Candel. Le bouton de ma veste. Le parking. L'appel à l'avocate. Les comptes fermés. Le Portugal. Le message. 3 mots. Quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse assez longtemps pour que je vérifie si l'appel était toujours en cours. Puis Bernadette a dit, il nous a dit que tu avais décliné l'invitation. Que c'était ton choix. J'ai dit, je comprends pourquoi il a dit cela. Un autre silence, plus long que le premier. Puis elle a dit, je suis tellement désolée, Laurine. Je suis si profondément désolée. Je veux vous dire ce que ces mots ont produit. Non pas ce que j'en attendais, à savoir confirmer ce que je savais déjà. Ce qu'ils ont réellement produit était quelque chose de plus discret et de plus précis. Ils ont résonné comme une reconnaissance, d'une mère à une autre. Le poids particulier d'une femme qui a élevé un enfant avec attention et amour, et qui se retrouve face à l'écart entre l'éducation qu'elle a donnée et ce qu'on lui raconte qu'il a fait. Ce chagrin a une forme bien précise. Je le reconnaissais car j'en portais moi-même une version. Nous y sommes restés associés un moment sans parler. Puis sa voix a changé. Le calme mesuré qu'elle avait conservé durant tout l'appel s'était évanoui. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la colère. La colère est bruyante et tranchante. C'était autre chose, de très résolu. Elle a dit, je dois parler à mon fils. Je l'ai remercié d'avoir appelé. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon de lecture et j'ai regardé la photo du Portugal sur la table d'appoint. Le coucher de soleil, le port, la lumière devenant dorée sur l'eau. Je l'ai prise et l'ai calée contre la lampe pour bien la voir. J'avais le pressentiment que les prochains jours allaient être très intéressants. Je n'étais pas dans cette pièce. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas orchestré ce qui s'est produit ensuite. Je n'ai appelé personne en dehors de Valérie, de ma banque et de Célestine. J'ai répondu honnêtement aux questions de Bernadette parce qu'elle me les posait directement et qu'elle méritait la vérité. Ce que la vérité a fait après que je la lui ai remise relevait entièrement de ses propres affaires. Célestine a une cousine dont les proches sont liés à la famille Colbert. Ce même fil conducteur qu'elle avait mentionné sur ce muret à Lisbonne lorsqu'elle m'avait dit que Bernadette avait l'air tracassée toute la soirée. Ce fil a tenu. Certains détails me sont parvenus par Bernadette elle-même plus tard. D'autres par des conversations familiales qui se propagent de la manière dont les conversations familiales se propagent toujours. À la fin de cette semaine-là, j'en savais assez pour comprendre la tournure des événements, même si je n'étais pas assise à la table lorsque cela s'est produit. Bernadette n'a pas appelé Marchon immédiatement après m'avoir parlé. C'est un détail qu'elle m'a confié elle-même. Elle a laissé passer la nuit sur notre conversation. Le lendemain matin, elle a sorti l'invitation de mariage et l'a regardée longuement. Puis elle a appelé l'un des parents qui avait aidé à coordonner certaines parties du week-end de mariage. Non pas pour interroger qui que ce soit, juste pour poser des questions, des petites, pour savoir qui avait payé quoi, si mon nom avait été mentionné durant les préparatifs, si quelqu'un avait expliqué pourquoi je n'étais pas là. Les réponses ne contredisaient pas ce que je lui avais dit. Elle ne l'expliquait pas non plus. Le soir venu, elle était assez tracassée pour appeler Eugène. Elle lui a tout raconté, dans l'ordre où je lui avais livré les faits, les versements, la carte de crédit, le descriptif de prestataire, la contre-proposition, la réunion à l'appartement, l'ultimatum, le mariage, le message, les 3 mots. Eugène a écouté de la manière dont Bernadette le décrit, un homme calme, réfléchi, le genre d'homme qui ne parle pas avant d'avoir décidé de ce qu'il pense réellement. Quand elle eut fini, il est resté assis à sa table de cuisine un long moment sans rien dire. Puis il a prononcé une phrase que Bernadette m'a répétée plus tard presque mot pour mot, « Ce garçon nous a menti. » Pas une question, pas une hypothèse.
Une conclusion à laquelle il était parvenu calmement et posait-la comme quelque chose de permanent. Ils ont appelé Marchon le lendemain soir, l'ont invité avec Candel à dîner. Rien dans l'invitation pour laisser présager ce qui les attendait. Une démarche normale en apparence, le genre de dîner qu'un fils et sa jeune épouse accepteraient sans méfiance. Je ne connais pas chaque phrase prononcée ce soir-là. Ce que je sais, c'est ce que Bernadette a confirmé plus tard et ce que plusieurs personnes ont indépendamment répété par la suite. Le soutien financier est venu sur le tapis immédiatement, les versements mensuels, la carte de crédit, les années d'assistance silencieuse que ni Marchon ni Candel n'avaient jamais pleinement expliquées à ses parents. Marchon s'est défendu. Il a dit que le soutien avait été offert de plein gré, ce qui était vrai. Il l'a décrit comme un arrangement familial. Il a soutenu que tout le monde en avait profité. Selon tous les témoignages, il a passé un long moment à expliquer pourquoi la situation était raisonnable. Eugène a écouté. Puis la conversation a dévié de l'argent. C'était la partie à laquelle Marchon n'était pas préparé. À un moment donné, Eugène a demandé s'il était vrai que j'avais été de fait exclu du mariage à cause de l'argent. Non pas s'il y avait eu de la tension, non pas si les sentiments avaient été blessés, mais s'il était vrai que j'avais été exclu. Selon Bernadette, c'est le moment où la pièce a changé d'ambiance. Marchon a tenté de présenter cela comme une décision mutuelle. Eugène n'a pas accepté cette réponse. Ta mère a parlé à Laurine cette semaine, lui a-t-il dit. Dis la vérité. La pièce est devenue silencieuse d'un silence dont on ne se remet pas. Je connais cette qualité de silence. Je m'y suis assise moi-même. C'est le silence d'une version des faits qui s'effondre en temps réel sans nulle part où aller et sans personne dans la pièce disposée à aider à la reconstruire. Candel était assise à côté de son mari, dans la position même qu'elle occupait dans cet appartement lorsque je l'avais regardée en attendant qu'elle parle. À présent, elle se tenait à côté d'un homme que ses propres parents regardaient avec la clarté même avec laquelle je l'avais regardé. Et il n'y avait rien à ses côtés qui allait rester silencieux en sa faveur cette fois-ci. Je ne me réjouis pas de ce qui s'est passé dans cette pièce. Je veux que le public le comprenne. Je ne suis pas heureuse qu'une famille souffre. Ce que je ressens quand j'y pense est quelque chose de plus précis et de moins satisfaisant qu'une réjouissance. C'est la reconnaissance du fait que la vérité fait son chemin d'elle-même une fois libérée. Je ne l'ai envoyée nulle part. J'ai simplement cessé de la retenir. Célestine m'a appelé 2 jours après ce dîner. Elle avait une information. Candel n'était pas rentrée avec Marchon ce soir-là. Elle était allée loger chez une amie. Elle y était depuis 2 jours. Et ce matin-là, pour la première fois depuis le mariage, elle était passée en voiture dans ma rue. Elle ne s'est pas arrêtée, mais elle est passée 2 fois. Je savais avant qu'on ne frappe à la porte. Je me tenais au comptoir de la cuisine quand j'ai d'abord entendu la voiture s'engager dans l'allée. Ce régime particulier, la façon spécifique dont le moteur de Candel se stabilise avant de s'éteindre. Je connais ce bruit depuis 7 ans. J'ai mis la bouilloire en route. Je ne suis pas allé à la fenêtre. Je n'ai pas vérifié mes cheveux, je n'ai rien rangé et je n'ai préparé aucun mot de ce que j'allais d'autre chose à dire. J'ai juste mis la bouilloire en route, je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai attendu. Le coup sur la porte a été discret, presque comme une question. J'ai ouvert et elle se tenait sur le porche dans des vêtements qui avaient visiblement servi à dormir. Pas de maquillage, les cheveux relevés à la va-vite, pas de manière soignée. Elle paraissait plus jeune que ses 29 ans, debout là, dépouillée de tout ce qu'elle utilise habituellement pour se présenter au monde. Un instant. Juste un instant, elle ressemblait à l'adolescente de 14 ans qui m'appelait de ses voyages scolaires parce qu'elle n'arrivait pas à dormir dans un endroit inconnu. J'ai reculé et j'ai tenu la porte ouverte. Elle est entrée. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table, les mêmes chaises, la même pièce où il y a 8 mois elle avait lissé un descriptif de prestataire du plat de la main en attendant que je valide ce qu'elle avait déjà décidé. J'ai posé une tasse devant elle, une devant moi, et je n'ai pas prononcé un mot. Je l'ai laissé trouver le chemin. Elle a entouré la tasse de ses 2 mains et l'a regardée longuement. Puis elle a dit, « Je ne savais pas pour les dettes, maman. » Ce mot. Ce mot unique à la fin de la phrase. Maman. Pas « mom » comme elle le disait. Fonctionnel. Transactionnel. Le mot qu'on utilise quand on a besoin de quelque chose. Maman. Le mot qu'elle utilisait quand elle était petite et que quelque chose l'avait effrayée.
J'ai écouté et elle a commencé à parler. Pas seulement du mariage, de tout ce qui a suivi. Les soldes de compte qu'elle n'avait jamais vus. Les cartes de crédit qu'elle pensait presque rembourser. Le prêt personnel que Marchon avait contracté avant leur fiançailles et dont il n'avait jamais parlé. La lune de miel facturée sur des comptes déjà chargés de dettes. Pièce par pièce, elle avait commencé à découvrir quelle part de leur vie avait été soutenue par de l'argent dont elle supposait l'existence mais qu'elle n'avait jamais vérifié. Elle a dit qu'elle l'avait cru quand il lui disait que tout était sous contrôle. Je l'ai laissé dérouler tout cela. Ce que Marchon lui avait raconté, ce qu'elle avait choisi de croire, ce qu'elle n'avait pas demandé, parce que demander aurait signifié regarder un aspect qu'elle n'était pas prête à voir. Elle a parlé longtemps et je ne l'ai pas interrompue une seule fois, car malgré tout ce qui s'était passé entre nous, je suis toujours sa mère et elle est toujours ma fille. Et cela ne se dissout pas simplement parce que quelque chose s'est brisé. Quand elle a eu fini, j'ai pris une inspiration et j'ai parlé avec précaution. Je lui ai dit que ce que Marchon cachait relevait de sa propre responsabilité, ses dettes, sa tromperie, sa construction d'une vie aux allures d'indépendance de façade alors qu'elle reposait silencieusement sur des fondations qu'il n'avait pas construites, cela lui appartenait. Mais je lui ai dit l'autre chose. Ce qui s'est passé dans cet appartement, le silence, le signe de tête, l'accord, cela appartenait à Candel seule. Personne ne se tenait derrière elle pour lui donner des instructions. Personne ne lui a forcé la main. Elle m'a regardé et elle a choisi. Et j'avais besoin qu'elle comprenne que la femme assise en face d'elle avait elle aussi fait des choix dans les mois qui avaient suivi ce jour. Des choix réels, irréversibles, et ces choix ne s'effaçaient pas simplement parce que les circonstances avaient changé. Elle a demandé, « Est-ce que ça veut dire que tu en as fini avec moi ?» J'ai regardé ma fille un long moment. J'ai dit, « Je n'arrêterai jamais de t'aimer, mais j'en ai fini d'être disponible comme je l'étais auparavant. Cette version de nous est terminée. Ce qui viendra ensuite, s'il y a une suite, doit être construit sur des bases qu'aucune de nous n'a faussées. Ce qu'elle décide de faire de son mariage relève de sa vie à mener. Ce n'est pas à moi d'y répondre, et je ne prétendrai pas le faire. » Elle a hoché la tête lentement, a fini son thé, s'est levée. À la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a regardé la photo du Portugal sur la table d'appoint, le port, la lumière, le coucher de soleil que j'avais observé seul depuis un muret de pierre pendant qu'elle se mariait sans moi. Elle a dit, « C'est magnifique, maman. » Puis elle est partie. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré. Dehors, le moteur a démarré. Je suis resté là à écouter jusqu'à ce que le bruit disparaisse complètement au bout de la rue. Puis il n'y a plus eu que la maison. Silencieuse. À moi. Je suis assise à ma table de cuisine. Même chaise, même café, même lumière du matin traversant la fenêtre, de la manière dont elle l'a toujours fait dans cette maison. Si vous entriez en ce moment et n'aviez pas entendu un seul mot de cette histoire, vous verriez une femme ordinaire à une table ordinaire par un matin ordinaire à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce n'est pas un secret. Mais vous avez entendu cette histoire. Vous savez donc que tout ce qui semble identique est différent. Et moi aussi. Je me réveille maintenant vers 6h30 la plupart des matins. Mon corps a retrouvé son propre rythme sans que les urgences des autres ne m'arrachent au sommeil avant que je ne sois prête. Je prépare mon café fort avec un sucre et je le bois lentement car il n'y a aucune raison de se presser. Je reste dans mon salon de lecture une heure entière avant de faire quoi que ce soit d'autre. Sans vérifier mes messages, sans organiser la journée autour des besoins de quelqu'un d'autre, simplement en lisant. Rien que cela. J'ai terminé 4 livres ces 2 derniers mois. J'ai commencé un journal intime. Rien de spectaculaire, juste des pages où je pose les idées qui me traversent pour qu'elles n'aient pas à vivre exclusivement dans ma poitrine. J'ai fait imprimer les photos du Portugal et j'en ai encadré 3. Le coucher de soleil sur le port est accroché au mur de la cuisine d'où je peux le voir depuis cette chaise. Je le regarde chaque matin. J'ai appelé Valérie après la visite de Candel et j'ai eu une dernière discussion sur le fonds orienté par les donateurs que j'envisageais. Il est désormais en place, un petit compte caritatif à mon nom, destiné à des bourses d'études pour des étudiants de première génération à Charlotte. Des jeunes qui font ce que j'ai fait il y a 40 ans, se frayant un chemin dans des pièces qui n'avaient pas été construites pour eux. Mon nom associé à quelque chose qui existera après mon départ. Cela signifie plus pour moi que je ne l'aurais cru. Le testament reste tel que Valérie l'a restructuré, bâti autour de mes volontés, non pas de suppositions,
d'obligation ou de la pression culturelle diffuse qui veut que le sang hérite automatiquement de ce que vous avez passé votre vie à bâtir. J'ai construit cette vie. Je décide de ce qu'elle devient. Candel et moi nous parlons. Pas souvent. Pas selon le rythme facile du dimanche que nous avions auparavant. Cette version particulière de nous appartient à une époque révolue. Ce que nous avons à présent est plus prudent, mais plus honnête peut-être que ce que nous avions avant. Car ce que nous avions avant reposait en partie sur mon consentement à ignorer des aspects que j'aurais dû examiner, et en partie sur sa propension à prendre ce qui lui était offert sans se demander ce que cela me coûtait. Il y a quelques semaines, elle a appelé juste pour prendre des nouvelles de mes tomates dans le jardin. Aucun problème à résoudre, aucun compte à aborder, aucun service lié à l'appel. Nous avons discuté 11 minutes de jardinage, de météo et de rien d'important. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise un moment à regarder mon téléphone. C'était la première conversation que nous avions depuis des années qui ne ressemblait pas à une transaction. Nous apprenons quelque chose de différent à présent. Savoir si cela deviendra ce qu'il faut n'est pas de mon ressort. Marchon et Candel sont toujours ensemble, affrontant des aspects dont je n'ai pas connaissance et sur lesquels je ne pose pas de questions. C'est leur vie. Ce n'est pas mon chantier et il n'a jamais été de ma responsabilité de tout arranger. Ce que je comprends à présent et que je ne comprenais pas auparavant, c'est ceci: j'ai passé 29 ans à me rendre si disponible, si constante, si entièrement organisée autour du fait d'être utile que j'en étais devenu invisible dans ma propre vie. Comme l'oxygène, on ne remercie pas l'air. On ne le remarque pas. On ne l'enregistre qu'au moment où il vient à manquer, que la pièce change de température et que tout le monde se met soudain à regarder autour de soi pour essayer de comprendre ce qui a bougé. J'étais l'air. À la seconde où j'ai envoyé 3 mots et suis retourné à mon livre, toute la pièce a changé de température. Je ne regrette pas la carte, ni les versements, ni les années passées à répondre présente. J'ai offert ces choses par amour et je les offrirai à nouveau à quelqu'un qui me verrait comme une personne en les recevant. Ce que je regrette, ce sont les années passées à attendre avant de m'accorder à moi-même cette même courtoisie, de me considérer comme une personne en priorité, et non comme l'intendant ou le filet de sécurité de quelqu'un. Lauryn Adams. C'est ce que je suis. C'est ce que j'étais pendant tout ce temps. Je prends mon café. Je regarde cette photo, le port, la lumière, l'eau devenant dorée. Le soir où je me suis assise sur un muret de pierre dans un pays que je n'avais jamais vu et où je me suis senti, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne saurais le mesurer, entièrement moi-même. Je pense à FIVMO, puis à 3. Je souris. Le vrai sourire. Je prends mon livre, je retrouve ma page, et je lis. Je n'attendais pas d'être choisi. J'avais simplement oublié un instant que je m'étais déjà choisi.